Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, vous avez vu le prélèvement à la source, ça y est, on ne savait pas quand est-ce qu'il serait lancé, c'est confirmé, ça sera le 1er janvier 2019. C'est le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui l'a confirmé hier. Alors, je ne vais pas me lancer dans une diatribe sur le sujet, mais quand même, est-ce que c'était vraiment urgent à accomplir cette réforme de la collecte donc de l'impôt sur le revenu, donc ça passera par les entreprises, par les caisses de retraite, alors qu'on sait que le rendement de cet impôt frise les 100%, que pour les petites boîtes ça va être un surcoût, du travail en plus, des logiciels à acheter. Vous me direz que ça fait aussi du business pour ceux qui vendent ces logiciels. Aussi pour les contribuables, pour certains contribuables qui vont opter pour un taux neutre, pour qu'il y ait une espèce de confidentialité vis-à-vis de l'employeur, mais qui derrière devront déclarer des revenus en plus fonciers ou immobiliers, ceux qui bénéficient, les contribuables de crédit d'impôt, de réduction d'impôt, qui pour le coup devront décaisser plus au début 2019 pour un remboursement fin 2019. Bref, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Tout ça pour ça. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est une très vieille idée que la mensualisation avait pour une part rendu inutile. Simplement, le train était parti, il risquait d'aller dans le mur, clairement, avec le calendrier que le gouvernement précédent avait mis en place. Et donc, le gouvernement actuel a eu déjà l'intelligence d'éviter le mur en retardant d'1 an. Je pense qu'il n'a pas voulu que l'énorme machine qui avait été mise sur pied soit mise complètement à bas. Voilà. Bon, cela dit, on s'en sortira, mais enfin, ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Ouais. Et vous ne croyez pas quand même le choc de certains salariés en janvier 2019 qui vont voir leur fiche de paie, qui vont se dire waouh, oui, ça c'est un problème de pédagogie. On ne peut pas non plus craindre tous les chocs. Ce que vous avez dit qui me paraît plus juste, c'est la complexité en effet pour les entreprises, pour un effet. Au fond, c'est amusant les vieilles idées technocratiques. Cette idée, c'était dans le pont aux ânes de la technocratie depuis que j'étais à l'ENA, ce qui fait beaucoup d'années, plus de 40 ans. Bon, et on ne s'est pas aperçu. Donc quand on a la persévérance, ça paye. Non, mais absolument, mais on ne s'est pas aperçu qu'entre-temps, on est passé du tiers provisionnel pour la plupart des gens à la mensualisation. Donc c'est un peu vain. Bon. Est-ce qu'on change de sujet? Parce que si c'est vain, on ne va pas s'attarder sur là-dessus. C'est ce que je voulais dire. Donc, avec élégance. Est-ce que vous avez été surpris? On parle des Paradise Papers, on est une semaine après les révélations. Est-ce que vous avez été surpris? Certains, parmi les personnes politiques, évidemment, ont tous été écœurés par ces révélations. On est dans le cadre de l'optimisation fiscale, donc tout ça évidemment est légal, ça dépend après si on se passe du point de vue légal ou du point de vue moral, mais quand même voir Nike, et je ne suis pas là pour stigmatiser personne, mais en même temps quand on voit Nike qui paye, en optimisant, en jouant sur les failles réglementaires entre les États, 2% d'impôts sur les sociétés. Vous vous applaudissez en disant qu'ils font vraiment malin, ou vous dites quand même qu'il y a un problème? Non, mais il y a un problème. Le monde entier le sait. Il est clair que l'activité économique contemporaine rend beaucoup plus facile l'optimisation fiscale que du temps de l'industrie lourde où vous ne pouviez pas faire les mêmes transferts que vous faites quand vous êtes Google et que vous vendez en réalité le simple usage de votre nom. La seule réponse à ça, c'est un accord international. Oh. Non, des pas ont été franchis. Non, il faut voir d'où on vient. Des pas ont été franchis. Je pense que le besoin d'argent de tous les États, y compris le gouvernement américain, même sous l'administration un peu bizarroïde qu'est l'administration Trump, auront besoin de cet argent. Donc on évoluera vers un système moins scandaleux. Bien sûr, on peut pas faire. Moi, je ne fais pas grief à l'entreprise, parce que l'entreprise, elle est là pour maximiser le profit pour ses actionnaires. Donc, elle ne fait, en faisant de l'optimisation fiscale, d'une certaine façon, que son boulot. Mais il faut faire grief à la communauté des États de ne pas avoir pris les mesures pour l'empêcher. Ils sont impuissants. Non, ils le sont. Non, ils le sont moins hier qu'aujourd'hui. Beaucoup moins aujourd'hui qu'hier. Par exemple, les mécanismes d'échange automatique d'informations ont fait que des pays qui étaient des havres pour tout l'argent incertain et douteux, comme la Suisse, comme le Luxembourg. C'est pas grâce à la France, vous savez, c'est grâce à Barack Obama. Non, mais évidemment, mais parce que le poids de la France sur la Suisse n'équivaut pas au poids des États-Unis. Il faut sortir la licence bancaire aux États-Unis automatiquement, là, tout le monde rentre dans le rang. Le pouvoir, l'exercice, ça c'est un immense sujet. Beaucoup parlaient autrefois de l'impérialisme américain. Ils en parlaient de manière excessive quand il existait. Ils ne parlent pas assez aujourd'hui d'un impérialisme diffus,
juridique qui est l'application des règles américaines On appelle au ça monde entier. l'extraterritorialité du droit américain. Le simple fait de pouvoir considérer qu'une banque, parce qu'elle a fait des transactions en dollars qui sont donc passées par un site d'échange aux États-Unis, relève du droit américain. On pense à BNP Paribas et à son amende de 8 milliards d'euros. Oui, mais et d'autres banques que BNP Paribas. Et demain, sur les questions qui vont être relatives à l'Iran, si de nouvelles sanctions sont établies par les États-Unis et pas par les autres pays. Pas pour l'instant, dit Trump. Apparemment, Trump a autorisé justement à ce que les pays étrangers puissent commercer avec l'Iran. Mais ça peut changer, vous me direz. C'est très compliqué parce que les sanctions, elles dépendent du Congrès. Et même sous l'administration Obama, John Kerry avait donné des assurances aux entreprises étrangères par lettre, mais ce n'était que des bonnes paroles. Donc on n'en sait rien. Et d'une certaine manière, le doute en la matière inhibe les entreprises, évidemment. Bon, ça veut dire que la bataille contre les paradis fiscaux, à la main, elle est pas perdue d'avance, parce qu'on a le sentiment que quand on crée un nouvel outil contre ces pratiques, eh ben, il y a un nouveau moyen de le contourner. Non, mais c'est un jeu sans fin, évidemment. Mais je pense que le rapport de force est moins déséquilibré aux dépens des États qu'il l'était il y a 10 ans. Mais en effet, c'est le voleur et le policier. Quand on crée un nouveau moyen, il y a des tentatives d'optimisation et on ne fait que courir derrière cette forme d'intelligence un peu perverse qu'est l'optimisation fiscale, c'est vrai. Ouais. Mais comment est-ce qu'on fait pour avancer? Alors il y a le cadre national, déjà dire il n'y a pas de cadre national. Non mais on ne peut plus rien faire au niveau national quand on entend les députés qui disent on va déchoir les droits civiques, les gros fraudeurs fiscaux. Inconstitutionnel, donc. Ah bon? Inconstitutionnel, ils jouent. Donc on ne déchoit pas personne dans aucun pays du monde, on déchoit des droits civiques. Il y en a même qui disent alors ils ne vont pas jusqu'aux droits civiques, ils vont jusqu'au droit de vote. Non mais ça c'est faire du bruit avec la bouche. D'accord. Et au niveau européen, pour le coup, on le sait, au niveau de l'Union européenne, il faut l'unanimité. En matière fiscale, il faut l'unanimité. Sûr, non. Et on voit bien que le Luxembourg, oui, il y a le Luxembourg, il y a les Pays-Bas, il y a... Oui, regardez, la remarquable commissaire à la concurrence a décidé d'imposer la restitution par Apple de 13 milliards de dollars à l'État irlandais. L'État irlandais s'est gardé de demander la restitution parce qu'il craignait que Apple ne parte de son territoire. Et le résultat, c'est qu'elle a attaqué l'État irlandais devant la Cour de justice européenne. Non, c'est pas ubuesque, c'est l'État de droit européen. Il existe et l'État irlandais sera bien obligé de demander cette restitution. Et il y aura une négociation avec Apple. Donc Apple devra payer. Mais Apple devra payer d'une manière ou d'une autre. Et c'est là qu'on voit que l'Europe existe. Je veux dire, si vous demandez à Google ce qu'il pense de l'action de la commissaire danoise à la concurrence, si vous demandez à Gazprom ce qu'ils en pensent, si vous demandez à Microsoft ce qu'elle pensait de l'action de son prédécesseur il y a une dizaine d'années, M. Monti, l'Europe de la concurrence est certainement l'Europe la plus puissante avec l'Europe de la monnaie commune. Bon, l'heure file à la main. Autre sujet, je voulais vous faire réagir. Il y a ce rapport du Sénat, encore une fois, c'était il y a quelques jours, qui critique en creux le nouvel impôt sur la fortune immobilière. C'est ma marotte, j'en parle régulièrement, mais c'est intéressant parce que le Sénat dénonce cette incohérence quand même qui doit vous faire bondir, de voir que ça revient à taxer à l'ISF, enfin au nouvel ISF, un investissement immobilier locatif, qui est quand même source de création d'emplois, de bien-être collectif. On loge des gens qui ont besoin d'un appartement. Et on exonère en même temps, encore une fois, je le dis, mais des liquidités qui peuvent dormir, elles, vraiment, sur une assurance vie, sur un compte courant. C'est quand même pas très logique, tout ça. Mais moi, j'étais depuis très longtemps partisan. On supprime tout. De la suppression complète de l'ISF, oui, assortie d'une augmentation des droits de succession, qui est une logique tout à fait différente. Bon, je trouve que ce qu'a fait le gouvernement, c'est déjà ça, et c'est un pas très considérable. Parallèlement à une mesure fiscale exceptionnellement pro-entreprise qui est la flat tax et qui est à mon avis plus importante que la suppression de l'ISF. Après, il y a la politique. Il était clair qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas avoir exactement les mêmes mesures fiscales que François Fillon. Voilà. Mais je pense qu'un jour, l'IFI disparaîtra aussi. Et je souhaiterais à ce moment-là qu'on accroisse les droits de succession. Parce que d'une certaine façon, il y a aussi eu, par la montée de l'immobilier, beaucoup d'enrichissement sans cause.
Certes, mais en même temps, pardon, je reviens à la charge là-dessus, mais taxer plus l'immobilier, enfin plus comparativement au placement financier. Non, parce mais que, vous avez raison. est-ce que derrière, encore une fois, mais alors qu'on a besoin de construire plus de logements? Mais je vous ai dit que moi, j'aurais aimé qu'on supprime complètement l'ISF, absolument. Est-ce que personne, enfin peu de gens en parlent, mais vous parliez du caractère constitutionnel ou pas. Là, pareil, sur l'IFI, est-ce qu'il n'y a pas une source d'inégalité? On va voir, je ne crois pas. Je pense pas, mais j'en sais rien, je ne suis pas non plus un véritable expert constitutionnaliste. Mais, pardon d'être obsessionnel, je pense qu'il faut, vis-à-vis de la richesse, faire la part entre les impôts qui empêchent le fonctionnement quotidien du capitalisme et des impôts qui essayent de recréer une forme d'égalité des chances, comme le font les droits de succession. Et la flat tax, pour le coup, là, vraiment... C'est très important. La flat tax, c'est très important parce que les revenus du capital étaient imposés en réalité 2 fois à des taux très élevés. L'argent ne circulait plus. Le nombre de cas de figure où pendant les 5 ans du quinquennat Hollande, les gens qui avaient un patrimoine s'endettaient sur leur patrimoine pour ne pas payer une fiscalité exorbitante. Donc c'était de l'immobilisation économique. Donc la flat tax, c'est une mesure formidablement pro-entreprise et, elle, d'une efficacité absolument incontestable. Et d'ailleurs, pour la justifier, le gouvernement dit, voilà, ça permettra de mieux financer en capital la flat tax, la baisse de l'ISF, les PME. J'ai du mal à comprendre concrètement comment tout ça s'articule, parce qu'il faut que le patron de PME il a envie d'ouvrir son capital, il faut que les banques, les conseillers, les assureurs proposent des produits. Ça ne paraît pas si évident que ça quand même. Non. La flat tax, si vous voulez, met fin à une injustice qui était la double imposition à un taux élevé des revenus du capital. Or, il n'y a rien à faire en cette matière, on est dans le monde international. On ne peut pas taxer le capital dans un pays plus qu'il ne l'est en moyenne dans les autres pays. Et avec la flat tax, on revient grosso modo dans le cœur du peloton européen. Bon. La France n'est pas un enfer fiscal, c'est ce que dit la vice-présidente de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, dont le nom m'échappe, pardon. Est-ce que vous pourriez en dire de même que la France n'est pas un enfer fiscal? Non, la France n'est pas un enfer fiscal. Il y a même des domaines... Non, il y a même des domaines où la France est un paradis fiscal. En particulier, quand vous mettez en place le Dutreil sur les droits de succession, sur les transmissions, sur les droits de succession, sur les transmissions d'entreprises, la France est un havre de paix fiscale par rapport au reste de l'Europe. Un mot des marchés, il nous reste quelques minutes à la main. Un mot des marchés financiers qui ont été chahutés depuis quelques jours. Vous vous dites quoi? C'est une saine respiration parce qu'il faut, il faut bien qu'on s'était mal habitué à très peu de volatilité, puis quand ça monte beaucoup, on prend ses profits, c'est normal, ou est-ce qu'il y a peut-être un changement de psychologie de la part des investisseurs? Non, mais de toute façon, il y aura une secousse. La seule question, c'est de savoir si on aura un jour, je ne sais pas quand, une secousse du type 87, 97, 2001, c'est-à-dire les cours de bourse s'effondrent ou baissent substantiellement, ou une secousse du type 2007 qui est beaucoup plus grave puisque c'est le système bancaire qui se congèle. Une crise bancaire, c'est gravissime. Une chute boursière, c'est la respiration de l'économie de marché. Et vous inclinez plutôt sur quel scénario? J'ai plutôt tendance à penser qu'on ne revivra pas 2007 parce que les mesures qui ont été prises ont quand même changé très profondément la nature de l'activité bancaire. Aujourd'hui, l'activité bancaire, c'est grosso modo comme de fournir de l'électricité, ça rapporte à peu près la même chose par rapport au fait que ça rapportait du 30% il y a ça encore 10-12 ans. Donc je crois lié au surcroît de réglementation, lié au surcroît de fonds propres essentiellement qu'on a exigé des banques. Donc je pense qu'on aura plutôt une secousse de type boursier classique et à ce moment-là, comme d'habitude, les gens les plus allants, les plus malins en profiteront. Et même, j'en connais, parmi les grands acteurs capitalistes, qui se pourlèchent les babines à cette perspective. D'accord. On termine juste avec un petit mot de Donald Trump. 1 an après son élection, bon, il n'y a pas eu de catastrophe, finalement. Plus que 3 ans. Hein? Plus que 3 ans. Moi, je ne compte pas depuis le départ, je compte ce qui reste. Il n'y a pas eu de catastrophe, on disait tout seul là. Il n'y a pas eu de guerre mondiale, il n'y a pas eu de. La croissance américaine, c'est 3% depuis 6 mois. Non, il n'y a pas eu de catastrophe. Les marchés américains sont au top. Il n'y a pas eu de catastrophe parce que le système américain, Dieu merci, est un système de check and balances. Reste que
Dans la sphère où le pouvoir du président est très large, qui est la sphère diplomatique, nous nous posons tous la même question. Est-il capable un jour de faire un acte inconsidéré, nonobstant l'avis de ses généraux? Personne n'a la réponse. Il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Alors ça témoigne pour lui, mais vous êtes totalement rassuré? Un peu plus qu'il y a un an, mais pas vraiment. Mais pas totalement. Bon. Et puis derrière, il y a le fait que c'était quand même la puissance démocratique, libérale, la plus rayonnante du monde, et que cette présidence lui fait honte. Je veux dire, l'image des États-Unis est entachée. Et c'est pour ça qu'il y a une carte à jouer pour le coup pour Emmanuel Macron, retour en France, si on finit là-dessus, justement. La nature ayant horreur du vide. Non, mais il n'y a pas un leadership, justement. Non, oui, enfin la France peut jouer un peu au-dessus de ses moyens, elle ne peut pas jouer comme les États-Unis, mais il est bien évident que les États-Unis, en pleine situation d'inanité, l'Angleterre ayant diplomatiquement disparu de la carte, l'Espagne dans les problèmes qui sont les siens, l'Italie comme toujours, et Mme Merkel qui sortira quand même affaiblie de la constitution très compliquée d'une coalition à trois, il est clair que de ce point de vue, la Providence est encore aux côtés du président de la République. Même si la Providence est de son côté, les sondages sont sévères, 60% des Français sont mécontents de son action. Mais il réagit de la manière dont un homme politique doit réagir. Le vrai sondage, il sera dans 5 ans, voilà, et qu'on sorte. La chance de nos institutions, c'est qu'elle met le chef de l'État à l'abri de la dictature quotidienne des sondages, ce qui n'est pas le cas dans une démocratie parlementaire. Macron l'a compris, Hollande ne l'avait pas compris. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il n'avait pas comprises. Non, vous avez une dent contre lui, manifestement. Non, aucune. Qu'est-ce qui a été bien fait, pour le coup, là, depuis 6 mois, dans les réformes? Il a appliqué son programme. Il délivre. Et rien que ça, c'est une révolution. C'est une révolution, c'est tout. Et dans ce qui reste à faire, pour le coup, ce que vous attendez vraiment en matière de réforme, certains disent qu'il faudrait rééquilibrer les réformes libérales par des réformes plus sociales, plus de sécurité, de formation, non, mais ça, de qualification des salariés. Je pense qu'il est impératif de faire, en effet, la réforme de l'allocation chômage. Il faut faire la réforme de la formation continue, mais ça n'aura que des effets décalés dans le temps. Non, mais je pense en revanche que, au fond, Macron, c'est un libéral en économie, un libéral en société. Il a montré là qu'il est libéral en économie. Non, pas libertaire, libéral. Ouais. Il a montré là qu'il est libéral en économie. Je pense que dans les mois qui viennent, il fera quelques gestes qui montreront à quel point il est aussi libéral en société. Mais moi, je suis, vous savez, depuis tellement d'années pro-Macron que je ne suis pas très objectif. Bon, vous n'êtes pas partie des 59% qui sont mécontents, des Français mécontents de son action. Moi, je me souviens du jeune homme qui m'a dit, quand il m'a rendu visite il y a 15 ans, qu'il serait président de la République. Je l'ai regardé comme un hurluberlu. Ben, c'était moi l'hurluberlu. Au final. Merci à vous. Voilà, c'était Alain Min qui était donc votre invité dans la grande interview aujourd'hui en direct sur Boursorama. Merci. Merci.